Hello YouTube! Je suis trop contente de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. J'étais malade quasiment tout le mois de décembre, donc j'ai eu un peu la flemme de filmer et de monter des vidéos. Donc toutes les vidéos que vous deviez voir au mois de décembre, vous les verrez l'année prochaine, et notamment celle sur les galères de la salle de bain. Pour clôturer cette année, je voulais qu'on passe un petit moment posé, tranquille, ensemble à discuter. Donc bienvenue dans le 3e épisode d'un thé avec Audrey. Je me suis avancée, j'ai déjà préparé le thé. J'ai fait un thé de Noël, c'est de saison. C'est un thé noir, écorce d'orange et arôme caramel, ananas, huile essentielle d'orange douce. Là je l'ai fait nature, mais parfois si je me sens d'humeur gourmande, je peux rajouter aussi du sirop de caramel à l'intérieur. Et puis j'ai sorti mon mug XXL, toujours dans l'ambiance de Noël, parce que j'ai plein de choses à vous partager. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est les embellissements originaux. Alors, je m'explique. J'ai dû sûrement déjà vous parler du fait que je suis assez fan de tout ce qui est séparation entre deux pièces, mais de manière un peu plus décorative qu'une simple cloison. Évidemment, j'adore tout ce qui est claustrat, tout ce qui est verrière. J'ai même d'ailleurs un tableau Pinterest qui s'appelle séparateur de pièces. Et ça fait plusieurs fois que je tombe sur des séparateurs de pièces qui sont ni des claustras, ni des verrières, ni ce type de séparation qu'on a maintenant un petit peu plus l'habitude de voir, mais qui sont des partitions un peu en bijoux. J'ai vu ça plusieurs fois sur Instagram, j'en ai aussi vu en vrai sur un des stands de maisons et objets. Et je trouve que c'est une option intéressante parce que ça peut être personnalisé à l'infini en fonction de la couleur et des formes des matériaux qu'on va utiliser. En fait, ça me rappelle un peu les rideaux de perles qu'on mettait à l'ancienne au niveau des portes. Je me souviens que chez mon oncle, quand on allait en vacances chez lui, quand on était petit, il avait un rideau comme ça avec plein de petites perles en bois et ça m'amusait trop. C'était vraiment ce qui me faisait penser que c'était trop cool et que j'avais trop hâte d'aller chez lui. Et après, plus tard, quand j'ai été ado, j'en avais installé au niveau de la porte de ma chambre. Sauf que là, évidemment, j'avais pas pris des perles en bois parce que vous savez, moi je suis pas très bois. Mais j'avais un rideau où c'était des étoiles roses irisées. Et je me dis que j'ai pas trop changé de goût depuis. Donc là, c'est un style un peu plus évolué, un peu plus chic, un peu plus luxueux que ces rideaux de perles. Et ça peut être une bonne idée pour cloisonner un espace sans le séparer complètement. Alors évidemment, contrairement à une verrière par exemple, ça laisse quand même passer l'air et le son, mais que ce soit ça ou un claustrat, finalement ça revient un petit peu au même en termes d'intimité, je veux dire, mais ça donne une option supplémentaire si on veut un petit peu personnaliser son intérieur. Et pour l'instant, je dois dire que c'est assez unique, j'ai pas vu ça dans beaucoup de projets. Une autre option qui peut être intéressante toujours dans les séparateurs de pièces, c'est les briques creuses en céramique. Je dirais que c'est pour une cloison l'équivalent des carreaux de ciment dans le sens où ça peut se décliner dans une infinité de formes, de couleurs et de finitions. L'avantage c'est que ça peut s'utiliser en intérieur mais aussi en extérieur. Là en l'occurrence dans cette vidéo que j'avais vue, ils s'en servent pour le mur de façade, mais je trouve que ça peut être aussi une jolie idée en séparateur d'espace de terrasse ou de jardin par exemple, toujours parce que ça laisse passer la lumière, on voit légèrement à travers mais pas trop, ça permet de garder quand même un petit peu d'intimité et on peut jouer sur les motifs et les couleurs pour vraiment l'adapter avec le style de sa maison ou de son intérieur. Je dirais que c'est un peu l'évolution finalement des pavés de verre, des briques de verre. Ça revient un peu à la mode en ce moment, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas, qui trouvent que ça fait vieillot. Moi j'ai aussi un tableau d'inspiration Pinterest avec plein de murs comme ça, de séparation avec des briques de verre. Je trouve que c'est super joli. On avait utilisé ça dans notre ancien appart. J'ai déjà dû vous le dire plein de fois, mais on avait décidé de faire la cuisine au centre de l'appartement. Elle était en second jour, il n'y avait pas de fenêtre dans la cuisine et pour apporter de la lumière, on avait installé une porte vitrée
au niveau de la salle de bain, puisque c'était la salle de bain qui était derrière et qui, elle, pour le coup, avait une fenêtre. Donc on avait installé une porte vitrée avec des petits carreaux, coulissante à galandage, et au-dessus donc de la cloison, on avait en haut de la cloison, on avait fait installer des pavés de verre pour justement pouvoir apporter la lumière dans cette pièce en second jour, et franchement ça marchait hyper bien. On s'est jamais senti en manque de luminosité dans cette cuisine, et je trouvais que ça donnait un petit style, une petite originalité à l'appartement. Bon, évidemment le gars qui a acheté l'appartement derrière, quand il a fait venir son entrepreneur, il lui a dit qu'il voulait dégager ça, et l'entrepreneur, il lui a dit « Ah ben non, moi je trouve que c'est une bonne idée, vous devriez le garder parce que justement ça permet d'apporter la lumière au niveau de la cuisine. » Donc je sais pas finalement ce qu'il a décidé de faire, s'il les a gardés ou pas, mais en tout cas nous on a vraiment adoré ça. Évidemment ici il n'y avait pas forcément d'endroit où on pouvait réutiliser ce type de matériaux, quoique on n'a pas encore fait la salle de bain. Peut-être qu'on peut arriver à en caser quelque part dans cette pièce. Je sais pas si le style ira trop, on verra. Mais évidemment, on a installé la verrière que vous connaissez avec les vitres des anciennes portes. Je suis tellement satisfaite de cette idée d'avoir réutilisé les vitres des portes. Je trouve que ça donne trop d'originalité à notre verrière. À la base, quand on avait commencé à réfléchir à ce petit projet verrière, justement, Stéphane me montrait beaucoup de comptes Instagram de personnes qui font des vitraux. Alors, c'est pareil, le vitrail, ça peut avoir un petit côté vieillot, un petit côté on n'a pas envie d'habiter dans une église, mais maintenant on fait des vitraux beaucoup plus modernes et qui peuvent être hyper jolis. Il y a d'ailleurs des super beaux projets d'architectes où ils ont intégré des vitraux, et j'aime bien toujours cette idée d'avoir comme ça des éléments chez soi qui sont un petit peu uniques, qu'on retrouve pas dans tous les autres appartements. Et là pour le coup le vitrail, on peut vraiment le personnaliser selon ses envies, selon ses goûts et selon le style de son intérieur. Bon, j'avais pas vraiment prévu de vous parler de vitrail aujourd'hui, mais puisque on y est et que j'y pense, il y a un compte Instagram d'un gars qui montre justement comment il réalise les vitraux. Je vous le mets en lien dans la description, et vraiment je trouve ça tellement hypnotisant à regarder, c'est hyper joli. Donc vous pouvez aller jeter un œil à son compte, vraiment je trouve que c'est incroyable. Et pour rester dans la céramique, j'adore aussi tout ce qui est carrelage avec des formes un petit peu particulières. Nous, au départ, quand on a imaginé notre cuisine, on n'avait pas pensé mettre le marbre et en plan de travail et en crédence. À la base, on cherchait une crédence qui soit un petit peu comme un bijou, comme une mosaïque luxueuse. Bon, après, on était allé un peu regarder dans les magasins, et finalement, c'est quand même un gros budget pour faire ce genre de truc. En tout cas, si on veut quelque chose de très détaillé, très fin, très minutieux. Et franchement, quand je vois comment j'ai pas du tout avancé pour la pose du carrelage des toilettes, je pense que si on avait dû faire ça pour la crédence de la cuisine, eh ben on n'aurait toujours pas de cuisine. Mais je suis tombée l'autre jour sur un compte Instagram où ils font justement ce type de carrelage avec des formes originales et des motifs un petit peu inhabituels. Pareil, je vous le mets en description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut peut-être aussi les contacter, ils font de la vente quoi, donc on peut peut-être acheter du carrelage directement via leur site ou leur compte Instagram. C'est évidemment très beau, très original, ça c'est sûr qu'on voit pas ça dans tous les appartements, mais par contre je pense qu'en termes de tarifs, il faut quand même avoir le budget pour. J'ai aussi vu un reel d'une artiste et designer danoise qui a réalisé un mural mouluré, mais pas genre mouluré avec des moulures classiques. Elle a collé des petits éléments, notamment des coquillages, pour réaliser tout un décor. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça fou. Je trouve que à partir du moment où on sort un petit peu des cadres classiques et qu'on se dit, en fait, on peut utiliser n'importe quoi pour créer n'importe quoi, là en l'occurrence des moulures, et ben tout de suite ça ouvre des perspectives de folie en termes de créativité. On s'en fiche un petit peu finalement du matériau qui a été utilisé pour faire ça.
Nous notamment dans les moulures, alors on est resté quand même sur quelque chose de classique, hein, on est d'accord, mais dans les moulures qu'on a utilisées pour ici, pour le salon, on a quand même utilisé des petits éléments en bois. On a utilisé des baguettes en bois et des baguettes et des moulures en polyuréthane. Et on a aussi imprimé certains éléments en 3D parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait dans les marques déjà établies de fabricants de moulures et d'ornements muraux. Et quand on y réfléchit et qu'on pousse le truc encore plus loin, c'est sûr qu'on peut prendre n'importe quel élément dont la forme nous plaît. Bon, à condition, évidemment, que ça puisse tenir sur un mur, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en vérité, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer et réaliser comme décor. D'ailleurs, si on regarde maintenant chez tous les fabricants de moulures, ils essayent tous de proposer des éléments qui sont un peu moins classiques, mais c'est toujours des plaques, si vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours assez carré. Même si les motifs sont arrondis, etc. Mais voilà, c'est pas aussi détaillé que quelque chose qu'on vient faire comme en l'occurrence cet artiste-là, qui a collé pièce par pièce pour vraiment créer quelque chose de très fin et de très détaillé. En fait, ça me fait un peu penser, vous savez, les panneaux en plâtre sculpté qu'on avait vus à Maison et Objets avec les citrons. Et c'est un peu ça, mais encore plus poussé à l'extrême. D'ailleurs, je suis allée il y a quelques temps sur un salon qui s'appelle Architect at Work. Alors, c'est beaucoup moins grandiose que Maison et Objets. C'était un peu plus ciblé, rénovation, mais embellissement d'intérieur. Et j'ai découvert notamment une marque qui s'appelle Noël et Marquet. C'est une marque comme Aurac ou Décor qui fait des moulures. Et ils avaient un stand vraiment super stylé qui mettait en avant leurs panneaux décoratifs peints dans une teinte de bleu assez vif, un petit peu flashy. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau. J'ai jamais vu ce style de panneau décoratif chez d'autres marques. Vraiment, j'ai trouvé ça super original. Et pour le coup, c'est un petit peu moins plaque, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu moins carré. Et d'ailleurs, je regardais leur catalogue l'autre jour. Je vais vous montrer si je retrouve la page. Oh là là, c'est trop beau ça. Regardez, ça va être des trucs comme ça. On peut faire des soubassements comme ça avec ces plaques. C'est hyper joli. Mais il y a un endroit où ils ont fait une boutique qui ressemblait beaucoup à leur stand justement où c'est peint en bleu. Ah voilà, c'est ça. Regardez comme c'est beau. Ces plaques peintes en bleu qui peuvent être agencées de manière différente en fonction du motif qu'on veut créer. Je suis limite un peu déçue qu'on ait déjà tellement avancé dans notre appartement qu'on n'ait plus trop d'endroits pour mettre ce genre de matériaux. Et pour info, cette boutique, elle est située à Hambourg. Si jamais vous êtes de passage dans le coin, vous pouvez aller y faire un tour. C'est au niveau des docks. Je sais pas s'il y a l'adresse exacte. Bon, si je trouve, je vous mettrai un petit peu plus d'infos en description. Je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était intéressant et original et que si ça peut vous faire découvrir des trucs et embellir vos intérieurs, c'est toujours cool. Tant qu'on parle de moulure, je suis tombée récemment sur une vidéo d'un monsieur qui faisait de la reproduction de moulures anciennes dans un appartement ancien quand on va démolir une cloison et qu'on perd une partie de la corniche ou que ça a été abîmé par le temps ou par des dégâts des eaux ou peu importe, souvent on est bien embêté et on sait pas trop comment faire pour répliquer ça. Et en fait sa vidéo elle était hyper bien faite parce que elle montrait en détail toutes les étapes et même si on n'a pas forcément l'intention de faire ça soi-même, je trouve que c'est toujours intéressant et instructif à regarder. Donc pareil, vous trouverez le lien en description. Pour nous, c'est vrai que la question elle s'était posée avant qu'on commence les travaux ici parce que on savait qu'on voulait remettre des moulures et pour autant on savait pas trop comment faire. Et notamment pour les rosaces, parce qu'encore les corniches, je trouve qu'on arrive quand même à trouver des choses qui sont un petit peu détaillées, avec des motifs intéressants, etc., qui font un peu effet, comme si ça avait toujours été là. Et les rosaces, je trouve que c'est toujours un petit peu plus difficile, parce que ça fait toujours
médaillon qu'on est venu coller et il n'y a pas ce détail qu'on va trouver dans les vraies rosaces qui sont déjà là dans les appartements anciens où on voit que c'est vraiment sculpté au niveau du plafond. Et chez mes parents notamment, il y a des super jolies rosaces et on s'était dit qu'on voulait peut-être essayer de les reproduire pour les mettre ici. Bon, finalement, on est allé voir un peu chez Rougier et Play pour faire des moulages en plâtre et tout ça. Bon, ça nous a semblé trop compliqué. On s'est dit qu'on serait jamais capable de faire ça, ou en tout cas pas dans le temps imparti pour espérer finir notre appartement un jour. Mais si vous êtes un peu plus aventurier et que vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, et ben je trouve que cette vidéo c'est un bon point de départ pour voir un petit peu le détail de comment c'est fait. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même des marques qui proposent des rosaces qui font un peu plus illusion, notamment chez Décor. J'avais vu des rosaces qui font très travaillées, comme si elles avaient été sculptées à même le plafond. C'est dur aujourd'hui. Je suis sur la fin, mais c'est dur. Donc je vous disais, ces rosaces de chez Décor notamment, c'est un budget forcément plus important que d'acheter une rosace plus classique. Mais après je me dis que peut-être ça peut valoir l'investissement parce que ça évite d'acheter le silicone, de fabriquer le moule pour reproduire une rosace existante. Faut déjà trouver le modèle en plus. Je sais pas exactement comment ça tient au plafond pour aller copier le truc et ensuite le reproduire et l'accrocher, etc. Ça me paraît finalement beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, et peut-être qu'au final ça revient aussi cher que d'en acheter une déjà toute faite. D'ailleurs, tant qu'on parle des fausses moulures, vous connaissez sûrement la série Emily in Paris qui vient de faire son grand retour pour la 5e saison. Bon, c'est une série qui est souvent critiquée parce que les Françaises prennent trop au sérieux. Moi, je trouve que c'est une série qui est rigolote. C'est frais, c'est léger, bien sûr. Faut pas en attendre plus. Ça permet de passer un bon moment. Et d'ailleurs, je pense que c'est même une série qui est plus drôle pour les Français que pour les Américains. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pas parce que Emily a un style vestimentaire de folie que je trouve super inspirant. Il y a d'ailleurs certaines tenues qui m'ont déjà fait de l'œil et ça me donne trop envie de me remettre à la couture. Je croise les doigts pour que ce soit un projet réaliste pour 2026. Mais je vous en parle parce que en termes de déco, je trouve qu'il y a des idées intéressantes à prendre si on regarde un peu les décors et qu'on fait attention aux petits détails. Et dans cette nouvelle saison particulièrement, là, la saison 5, je trouve qu'en termes de décor, ils nous ont vraiment régalé avec des intérieurs magnifiques entre les palais italiens et les appartements parisiens grand luxe. Alors évidemment, c'est pas possible de reproduire ça chez tout le monde, quoique, mais pour rester dans des idées plus facilement accessibles, excusez-moi, pour rester dans des idées plus facilement accessibles, notamment, il y a quelque chose que j'adore chez Sylvie. Elle a une grande pièce principale qui est peinte en blanc, avec une grande fenêtre. Et sur le côté, elle a une petite pièce, je sais pas ce que c'est, un bureau ou une salle à manger, qui est ouverte sur le salon, mais en même temps qui a été entre guillemets cloisonnée par la couleur. C'est une pièce qui est intégralement peinte dans un ton de vert un petit peu soutenu, un petit peu foncé. Et je trouve que c'est une idée super jolie en fait, qui rend hyper bien. C'est une autre manière finalement de cloisonner l'espace, mais au lieu que ce soit des séparateurs de pièces, et ben ça sépare l'espace par les différences de tonalité avec la peinture. Et ça pour le coup, c'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire ici dans notre appartement. Alors on a fait un peu ça entre guillemets avec le mur noir, dans le sens où c'était vraiment pour donner un peu plus de profondeur à la pièce. Finalement je trouve que ça marche assez bien, la télé elle se fond vraiment bien dans ce mur, donc je suis assez contente de ça. Évidemment le top du top, ça aurait été de pouvoir faire une partie de la pièce ou toute la pièce en noir, plafond inclus. Ici c'était pas possible parce que la pièce elle est trop grande, c'est notre pièce de vie de tous les jours où on passe énormément de temps, et en plus
Nous, on est exposé plein nord, donc du coup, ça faisait déjà pas de soleil direct, plus une pièce toute noire, ça aurait été beaucoup trop sombre, donc on s'est contenté de juste un mur texturé, mouluré et noir, qui est inspiré en partie d'un des projets de Caroline Andréoni, dont je vous ai déjà parlé en détail dans une autre vidéo favori, une autre vidéo inté avec Audrey, que je vous remets dans le petit i, si ça vous intéresse. Mais maintenant que j'y pense et que je revois cet appartement de Sylvie avec cette pièce ouverte sur le séjour avec une couleur un peu plus profonde, je me dis qu'on aurait peut-être dû faire ça dans la cuisine. C'est peut-être un peu extrême, mais si on avait laissé le mur blanc côté télé, du coup la télé elle serait ressortie beaucoup. Je sais pas si ça aurait trop marché dans notre cas, mais en tout cas je me dis que ça pourrait être une trop bonne idée, en fait, de peindre par exemple, alors on le fera pas chez nous, hein, mais pour un autre projet ou chez vous si ça peut vous donner l'idée, de peindre en fait la pièce dans la même couleur que les meubles de cuisine. Donc nous, en l'occurrence, notre cuisine, elle est verte. Et je me dis, si on avait peint le reste des murs de la même couleur que les placards, et même peut-être le plafond dans la même couleur que les placards, et ben on aurait eu cette sensation comme ça de pièce un petit peu plus boudoir, un petit peu plus cosy. Je sais pas si ça fonctionne très bien pour une cuisine, mais j'aime bien cette idée, voilà, de pièce qui est dans la continuité de la pièce principale, mais la pièce principale plus claire et la pièce au bout qui a une fonction différente et qui est dans des couleurs un petit peu plus soutenues. Et maintenant que je regarde notre cuisine, je me dis que ça aurait pu trop bien marcher. Je pense pas que Stéphane il aurait trop aimé le délire. Déjà, vous savez, il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est peindre le plafond de notre chambre dans une teinte de vert, une teinte soit de la couleur de la tête de lit, soit une des teintes qui est dans le papier peint. C'est une idée que Stéphane refuse catégoriquement. Je trouve que ça aurait donné énormément de cachet à la pièce, dans le sens où, vu qu'on a décidé de mettre le papier peint dans cette pièce, on n'a pas voulu rajouter de la couleur sur les murs, ou alors il aurait fallu le faire que sur le soubassement, mais ça aurait été bizarre, parce que vu qu'on a les placards intégrés et tout, bref, ça s'y prêtait pas forcément, comme ça peut se prêter sur certaines photos d'inspiration Pinterest, mais je trouve que le plafond, finalement, le 5e mur, c'était la bonne idée pour rajouter une touche colorée sans que ça déstabilise. Non, bon, je trouve pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, que ça fasse perdre un peu d'harmonie à la pièce. Bon, je m'égare de fou, mais pour en revenir à Emily in Paris et les bonnes idées, il y a aussi pas mal de mobilier, de pièces de mobilier intéressantes dans leur décor. Notamment, j'avais repéré depuis pas mal de temps ces lampes en boule qui sont accrochées sur le mur du couloir de leur bureau. J'ai plus de batterie. Je vais aller changer ma carte mémoire, je reviens. Voilà. Nouvelle batterie, nouvelle carte mémoire, j'ai même changé de lumière, j'ai mis ma ring light parce que ma petite lumière d'appoint n'avait plus de batterie non plus. En fait, on se rend pas compte, mais pour des vidéos comme ça, je parle et je filme pendant des heures et des heures et des heures. Ça me fait ensuite beaucoup de montage, mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir pour vous. Et du coup, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, mais ça me fait penser, j'ai reçu de YouTube un clap, vous savez, là, les trucs de cinéma, et alors, je reçois jamais rien, c'était pas un truc spécifiquement pour moi, Audrey, c'était un truc que je m'étais inscrite à un truc de YouTube où ils envoyaient pour les 20 ans, parce que YouTube a fêté ses 20 ans cette année, des petits cadeaux. Ambulance. Je me dis que j'aurais dû l'utiliser pour cette vidéo pour afficher à chaque fois le nombre de prises de vues que je fais, parce que évidemment une fois que c'est édité, monté, etc., on a l'impression que c'est fluide et que c'est une continuité naturelle de séquence, alors qu'en fait non, c'est plein de petits bouts de trucs, parce que là je pense que je vais vous les laisser dans cette vidéo, comme ça vous allez comprendre, entre les ambulances qui passent, moi qui tousse, des trucs où je m'arrête, où je perds mes mots, etc. Enfin bon, voilà, donc du coup, ça prend des heures. Je sais pas si je l'ai, le petit
clap YouTube à proximité. Je vais voir si je le trouve. Vous avez de la chance qu'on ait rangé l'appartement récemment et donc je sais un peu mieux où sont mes affaires. Sur les appareils, en tout cas, moi l'appareil que j'utilise, c'est très pratique parce que j'ai le micro qui est directement branché dessus et donc quand j'importe mes vidéos dans mon logiciel de montage, c'est directement synchronisé en fait. Mais au cinéma, par exemple, ils utilisent des caméras qui ne sont pas la même caméra qui prend le son. En fait, ils ont des prises de son qui sont prises par d'autres appareils. Et donc, c'est pas synchronisé. Et c'est ça qui permet de synchroniser parce que du coup, ça fait un pic de son sur la bande son et ça permet de caler l'image avec le son pour avoir une vidéo cohérente. Et voilà, YouTube, ils ont envoyé ça. Donc, ma chaîne, vous savez, hein, le voyage d'Audrey. La vidéo, je sais pas encore comment elle va s'appeler parce que moi, je décide toujours de mes titres un petit peu à la dernière minute. Si vous savez, vous savez. Et on va dire que c'est la prise numéro 1, même si en vrai, c'est pas le cas parce que... Ça fait déjà 1h30 que je filme et que voilà, je me suis arrêtée plusieurs fois, mais on va voir jusqu'à la fin de la vidéo combien de prises on en sera. Pour en revenir au sujet de la vidéo, parce qu'on s'est beaucoup égaré aujourd'hui, et au fait qu'on était en train de parler de Emily in Paris. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc en plus des petits éléments de décor qui peuvent être intéressants, etc., le truc qui m'a fascinée, c'est que j'ai vu une vidéo dans laquelle l'actrice Emily Lily Collins, elle faisait une visite, un home tour de leur bureau et j'ai été mind blown, vraiment, de m'apercevoir qu'en fait, le décor, il est créé de toutes pièces. Moi, je pensais qu'ils louaient des appartements, des vrais appartements parisiens dans lesquels ils tournaient leurs scènes. Et en fait, en l'occurrence, leur bureau, je pense que c'est pas le cas pour tout. Hein. Je pense qu'il y a des vrais appartements dans le lot. Par exemple, là, sur la saison 5, je pense que l'appartement de Michel Larocque, c'est un vrai appart. Mais en tout cas, leur bureau, c'est un studio de cinéma et c'est créé de toutes pièces. Et je trouve que c'est impressionnant de voir à quel point c'est bien fait, à quel point c'est réaliste et on y croit vraiment en fait. On a l'impression que c'est un vrai appartement haussmannien. Donc évidemment, je vous mets le lien de la vidéo si ça vous intéresse d'aller la regarder. Et surtout, je me dis que du coup, c'est possible en vérité de créer quelque chose qui soit... tellement bien fait, tellement réaliste qu'on ait l'impression que c'est un appartement haussmannien ancien qui a toujours été comme ça. Et j'aime à penser que c'est un petit peu ce qu'on a réussi à faire chez nous, dans une moindre mesure évidemment, parce qu'il y a plein de petits détails que si on regarde bien et si on s'y connaît, on remarque que c'est du DIY et que c'est pas évidemment les moulures telles qu'elles devraient être, en tout cas pas dans les codes classiques, etc. Mais comme ça, pour une vision d'ensemble, je trouve que ça fait bien l'affaire. Et surtout, je suis particulièrement contente de cette pièce ici, des moulures du salon, surtout le plafond. Parce que si vous saviez le nombre de fois où je suis posée sur mon canapé et où je regarde ce plafond et où je me dis que c'est tellement beau et ça me fait tellement plaisir de le regarder, c'est vraiment un bonheur pour les yeux. J'avais lu un article il y a pas longtemps sur le fait que petit à petit l'architecture se simplifie. Alors c'est le cas pour l'architecture, mais pas que, hein. C'est le cas pour un peu toutes les choses de la vie. L'autre jour, j'ai acheté pour ma nièce un jeu de société. Et c'est un jeu de société que j'aimais bien quand j'étais petite parce qu'il y avait des jolies illustrations, etc. Et j'achète ce jeu et le jeu, le plateau, en fait, au lieu que ce soit des illustrations comme à l'époque, c'est des cases de couleurs, vraiment comme si c'était un agenda Google, quoi. J'étais tellement déçue, en fait, j'ai pas compris que même les jeux d'enfants, ils se simplifient à l'extrême et qu'on enlève
tout ce qui est plaisir des yeux, etc. Bref, tout ça pour vous dire que donc cet article sur le fait que l'architecture se simplifie, en fait, c'est pas que une question, alors évidemment, hein, c'est une question de goût en fonction des époques et une question de coût aussi, parce que c'est beaucoup plus coûteux de produire des choses avec du détail que des trucs tout lisses et en béton. Mais surtout, bah, ça a un impact sur notre cerveau, sur notre développement, sur notre curiosité, sur notre relation à la nature, aux choses qui nous entourent, etc. Bref, c'était hyper intéressant. Si j'arrive éventuellement à le retrouver, je vous le mettrai en description. Mais voilà. Et en fait, quand je regarde les moulures ici dans cette pièce, et ben c'est ça. Ça me rend tellement contente de voir tous les petits détails, les motifs des corniches, le fait qu'on ait mis les cadres intérieurs et qu'on ait rajouté aussi des ornements intermédiaires, les angles qui sont aussi moulurés, les petites fleurs et les petits, justement, les ornements en 3D qu'on a imprimés, etc. Enfin, vraiment, je suis trop satisfaite de ce qu'on a fait. Même la rosace, au final, c'est pas une rosace travaillée comme si elle était imbriquée dans le plafond, mais en vrai, bah, le choix, il est pas si mal pour ici. Mon seul regret, finalement, c'est le mur noir. Alors, j'adore ce mur noir, mais je trouve qu'on aurait pu aller plus loin, on aurait pu plus le moulurer, plus rajouter de détails. Je le trouve finalement un peu trop simple par rapport à l'idée que j'avais eue d'un mur extra texturé, et je trouve qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans la texture. J'espère que le son ça va, je sais pas si vous entendez, mais en fait l'appartement en dessous de chez nous, ça fait plusieurs mois qu'ils font des travaux, et là aujourd'hui je crois qu'ils sont en train de poncer les murs, donc du coup ça fait un peu de bruit. J'espère que ça ne va pas trop gêner, que vous n'allez pas trop entendre. En parlant d'Emily et de son style farfelu, alors on est d'accord, hein, tous ses outfits ne sont pas extraordinaires, des fois c'est un peu trop chargé, un peu trop la cacophonie, mais je trouve, comme pour ce qui est décoration d'intérieur et aménagement d'intérieur, que pour la mode, ben c'est pareil. Il y a des petits détails, des petites choses croustillantes, des petites idées à prendre un petit peu partout. Et j'ai téléchargé une application il y a plusieurs mois maintenant, j'ai commencé au mois d'août, une application qui s'appelle Indix. C'est une application qui permet de digitaliser sa garde-robe. Moi, c'est une app que j'avais découverte parce que j'avais regardé une vidéo d'une fille qui faisait justement des statistiques sur ce qu'elle portait, etc. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, et ça m'avait vraiment passionnée. J'ai vu une première vidéo où elle en parlait, une deuxième vidéo où elle faisait le point genre 6 mois plus tard, et du coup bah j'ai téléchargé l'app et j'ai commencé à l'utiliser, et franchement c'est trop bien. Ça fait des stats sur tout, donc tous les vêtements qu'on a, ce qu'on a acheté neuf, de seconde main, qu'on a créé soi-même. C'est intéressant, je trouve aussi, quand on fait de la couture, de savoir quelles proportions dans sa garde-robe sont des vêtements faits main. Ça fait des stats sur les couleurs qu'on porte, sur l'amortissement du prix, en fonction du prix d'achat de l'article et du nombre de fois où on l'a porté. Par contre, évidemment, ça demande un peu d'implication au début parce que c'est long. Si on a un grand dressing, moi ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis dit je vais pas tout prendre en photo d'un coup parce que ça va me prendre des jours et franchement j'ai pas que ça à foutre. Donc du coup, je me suis dit je vais le faire au fur et à mesure. Donc chaque jour, si c'est des vêtements que j'ai pas encore portés depuis que j'ai installé l'app, et ben je les prends en photo, je les rentre dans mon app, et ensuite je crée les outfits, etc. Donc c'est vraiment cool. Moi j'aime bien ce concept. Par contre, l'application en elle-même, comment vous dire, ça, ce qui m'embête un peu, c'est que elle est trop tournée vers vendre des trucs, vendre des services. Ils proposent notamment l'aide de stylistes qui peuvent vous aider à associer les vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe, etc. Donc c'est un côté qui est cool, mais je trouve que ça prend trop de place dans l'application, il y a trop d'onglets qui servent à rien, etc. Parce qu'au final, enfin moi en tout cas, la seule partie que j'utilise, c'est vraiment juste ma propre garde-robe, créer les outfits et le calendrier, ça j'adore le calendrier. Donc finalement, il y a que
qu'une petite partie de l'application qui est vraiment utile, et en plus de ça, y a beaucoup d'options qui sont payantes. Donc au départ, quand on installe l'app, je crois qu'il y a 12 ou 14 jours d'essai gratuit, donc là on a beaucoup plus de fonctionnalités, et après cette période d'essai passée, si on prend pas la version payante, les fonctionnalités elles sont quand même vachement limitées. Alors moi l'application elle m'est quand même utile, mais c'est vrai que tout ce côté statistique, etc., ça c'est que pour l'application payante. Je crois que si vous vous inscrivez, si vous la téléchargez, vous pouvez dire qui vous a parlé de cette application et ça donne des points à la personne qui vous a parrainé, des crédits en gros. Donc si jamais vous décidez de télécharger cette application et que vous avez envie de dire que c'est moi qui vous ai parrainé, je vous mettrai, je crois que mon code c'est le voyage d'Audrey, mon nom d'utilisateur, mais je vous remettrai les infos en description, et ça me permettra d'avoir des points, et peut-être, je sais pas, je suis pas sûre qu'on puisse avec les points payer l'option au moins pour un mois pour débloquer certaines fonctionnalités, comme ça on pourra peut-être en parler un peu plus en détail une prochaine fois, mais en tout cas, moi ce que je trouve pratique même avec la version gratuite, limitée, c'est que plusieurs choses. Déjà, ça me permet de traquer mes outfits parce que, en gros, je sais pas si ça vous fait ça, mais en fonction des saisons, en fonction des moments de la vie, il y a certains vêtements qu'on va plus porter et qu'on va associer d'une certaine manière. Et une fois que la saison est finie, par exemple, si ça arrive avec les tenues d'été, en attendant qu'on revienne à l'été suivant, en fait on a oublié la plupart des tenues qu'on portait et on se rappelle pas forcément des associations. Et des fois je me dis, je me souviens que l'année dernière je portais tel ou tel truc, mais je sais plus exactement l'association, je me souviens juste que c'était cool, mais je suis pas forcément capable de le reproduire. Et là, ça permet justement de garder une trace des petites associations qu'on peut faire. Et donc, quand l'été prochain, je vais me dire « Ah, l'été dernier, je portais un truc qui était vraiment cool, mais je me rappelle plus. » Et cette année, je pourrais le retrouver parce que ça sera répertorié dans mon application. Donc ça, je trouve déjà que c'est super pratique. Et ça permet de se rappeler des vêtements qu'on a. Parce que combien de fois, il y a des trucs qui sont au fond du placard, qu'on oublie un peu qu'on a, et on les retrouve longtemps après, et on se dit « Ah ça c'est sympa, je me rappelais pas que je l'avais, et potentiellement j'ai racheté autre chose qui ressemble, dont j'avais pas forcément besoin. » Donc alors moi je vous dis ça, j'ai un grand dressing, j'ai beaucoup trop même d'affaires, parce que je garde mes vêtements très longtemps, j'abîme pas trop mes affaires en fait, j'en prends pas particulièrement soin, mais je suis une personne qui casse pas les trucs, qui abîme pas trop les trucs et tout. Donc mes affaires, je les garde longtemps. Et puis surtout, je fais quasiment la même taille depuis toujours. Donc en fait, des vêtements que j'avais quand j'étais ado, je peux, pour la plupart, toujours les mettre aujourd'hui. Donc ça permet d'être, un peu un aide-mémoire de ce qu'on a dans son dressing. Ça permet aussi de créer des outfits auxquels on n'aurait pas forcément pensé juste en ouvrant son placard et en se disant qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Et là le fait de les voir ensemble dans l'application, moi ça m'a permis de faire des associations que j'aurais pas forcément faites dans la vraie vie, et ça permet de scroller sur son propre dressing. Je sais pas si ça vous fait ça, mais combien de fois Instagram et leurs publications suggérées me suggèrent des vêtements, et évidemment moi je clique parce que je suis une pigeonne et je me dis ça c'est trop cool, c'est trop joli, j'aime bien, je vais aller voir sur le site ce qu'ils proposent, etc. Et du coup je me retrouve à scroller sur les sites et forcément j'ai envie d'acheter des choses. Et je trouve que le fait d'avoir cette application, ça me permet de moins scroller sur des sites marchands de vêtements et plus scroller sur ce que j'ai déjà. Ça permet d'être un peu plus créatif avec son style vestimentaire, mais sans se fatiguer à être devant son placard et à décider de ce qu'on doit mettre, mais juste on peut faire ça le soir sur le canapé. Ça offre une autre perspective par rapport à ses propres vêtements. Et moi en l'occurrence, il y a des articles que je mets très peu, soit parce que j'y pense pas, soit parce que j'ai l'impression qu'ils vont un peu avec rien dans ma garde-robe, ou j'ai pas, j'ai pas l'idée de les sortir et de les associer. Et en fait, le fait de les voir sur l'application, ça me permet d'y penser plus, de me dire ce truc-là, je l'ai pas encore mis, ou je l'ai pas mis beaucoup cette saison, avec quoi je vais pouvoir l'associer. Et j'ai une paire de Puma rose, je reviens. Ils sont comme ça, avec
des rubans larges, et puis celles-ci, elles sont en genre de daim. C'est un modèle que j'adore, vraiment. Les pumas comme ça, rubans, elles ont un nom, je me souviens plus, moi je les appelle les pumas rubans. J'en ai plein, j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai avec des finitions différentes, etc. J'adore ces chaussures. Et celles-ci, en l'occurrence, les roses, je les avais achetées en seconde main. Je les ai payées 5 balles, hein, elles étaient quasi neuves, et je les ai quasiment jamais portées. Parce que j'ai juste rien qui va avec en fait. On croirait que je peux porter des chaussures roses avec plein de trucs, mais pas tant que ça, ou du moins c'est pas l'association naturelle que je fais quand je m'habille. Et le fait de les avoir digitalisées, dites-vous que je les ai plus portées depuis que j'ai l'application que depuis tout le temps d'avant où je les ai possédées en fait. Donc c'est assez fou. Enfin en tout cas c'est cool parce que du coup ça me permet d'avoir une vision un peu différente de certains articles que j'ai déjà dans mon dressing et que j'utilise pas parce que je sais pas forcément comment les associer, ou du moins j'ai pas l'idée de les associer. Et le fait de pouvoir les positionner, de faire des tests dans mon application, et en fait je trouve que ça fonctionne trop bien et ça me permet de mieux utiliser mes affaires. Et puis ce que j'adore, c'est que ça traque le nombre de fois où on a porté chaque article. Et alors ça, c'est toujours une surprise pour moi parce qu'il y a des articles, j'ai l'impression de les porter hyper souvent, et en fait quand je vois mon nombre de ports, finalement c'est pas tant que ça, et il y a des trucs j'ai l'impression de les mettre une fois de temps en temps comme ça, et au final je me rends compte que je les porte beaucoup plus que ce que je crois. Moi je suis quelqu'un qui en temps normal porte énormément de robes et de jupes parce que je trouve ça plus confortable, mais alors évidemment cette année j'ai découvert les pantalons de chez Alara dont je vous ai parlé plusieurs fois, et ça a été mon coup de cœur dressing vêtements de cette année. J'ai l'impression que j'ai porté que ça toute l'année, tellement en fait c'était une vraie découverte de pouvoir avoir des pantalons qui fitent bien et qui sont hyper agréables à porter. Parce que, vous savez, les pantalons Alara, c'est des vêtements un peu type confort de vêtements de sport, mais avec des coupes qui sont un peu plus portables dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, le pantalon que j'ai aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, le pantalon comme ça, là, un peu large, brillant, élastique, il vient de chez eux aussi. C'est mon nouveau pantalon préféré. Je l'adore, il est trop beau. J'adore le fait que ce soit à paillettes comme ça. Il est intégralement doublé au niveau de la taille pour que ce soit plus doux au contact avec la peau, parce que parfois les matières comme ça, un peu brillantes, ça peut picoter un petit peu. Et celui-ci, il taille un peu grand. Donc si vous hésitez entre deux tailles, prenez plutôt la taille en dessous. Moi, il y a beaucoup de jeans Alara sur lesquels je prends la taille S, et celui-là, c'est du XS. Et c'est ça qui m'a permis aussi de varier pas mal les styles, parce que du coup j'avais beaucoup de pantalons coupe slim, et je suis passée un peu sur des pantalons beaucoup plus larges, très évasés, et puis plus récemment encore des coupes plus droites. Et pour le coup ce type de chaussures, évidemment ça va mieux avec des pantalons plus larges ou même des coupes droites qu'avec des skinny. J'ai notamment un pantalon gris en coupe droite, toujours de chez Alara, que j'adore et qui se marie trop bien avec toutes mes pumas rubans, mais aussi avec mes pulls larges, parce que c'est vrai que je trouve que les pulls larges avec des coupes de jeans larges, ça fait tout de suite une silhouette beaucoup plus sac, alors qu'avec un pantalon qui est un peu plus moulant au niveau des fesses, au niveau des cuisses, je trouve que c'est un peu plus stylé. En tout cas je préfère ce style là sur moi. Et d'ailleurs, chez Alara, je sais pas si vous saviez, mais ils font aussi des pulls. D'ailleurs, ce pull-là, c'est un pull de chez Alara. J'aime trop ce pull, il est tout doux, il est hyper agréable à porter, j'aime trop la matière, et puis j'aime bien le petit détail des manches, du col, et puis le bas aussi du pull, qui est un peu comme ça, décoratif, une bordure décorative dans une couleur différente. D'ailleurs c'est dommage parce que je crois qu'il y a que 2 couleurs, je crois qu'il existe aussi en noir avec les bordures blanches, mais j'aimerais trop ce pull dans des variations de couleurs, genre de Noël, en vert, en rouge, etc. Je trouve que ce serait trop bien. En tout cas, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs pulls, ils ont vraiment des formes originales.
Ce pull vert, il était hyper joli sur le site. La matière, elle est épaisse, je sais pas comment vous dire, ça fait vraiment qualitatif quoi. C'est très épais et puis c'est élastique hein, comme leur pantalon. Par contre, la coupe, je sais pas, c'est assez large, les manches elles sont un peu serrées sur l'avant et un peu bouffantes derrière. Je trouve que moi, ça me va moins bien cette coupe. Sur le site, on aurait dit qu'il était un peu crop top, mais au final, il est quand même assez long. Il pourrait limite se porter un peu genre en tunique avec une ceinture. Là, j'ai pris la taille XS. C'est globalement ma taille, à part sur les marques qui taillent vraiment très petit, des hauts qui vont être très serrés, ou ça m'arrive de prendre du S, mais sinon globalement je fais quand même du XS en haut. Et donc là j'ai pris XS et ça reste quand même une coupe assez ample, donc faut vraiment pas prendre une taille au-dessus sur ce modèle-là. J'ai ce pull blanc, j'aimais trop le design, je trouvais que c'était trop joli les motifs de ce pull. Celui-là je l'ai pris en S au lieu de XS parce que en lisant les avis sur le site, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'il était quand même assez court, c'est vraiment un crop top celui-là. Et donc je l'ai pris en S en me disant que peut-être il serait un peu plus long qu'en XS, mais en fait non, il reste quand même assez court et du coup bon bah les manches sont un peu larges, donc pareil, je vous conseille vraiment de prendre votre taille sur ce type de modèle. Et celui-ci, c'est un set, en fait il existe aussi le bas qui va avec dans le même motif et j'imagine le même matériau. Et je suis trop déçue de ne pas l'avoir commandé. En fait, je me dis que ça aurait été trop joli d'avoir l'ensemble avec la jupe dans le même design. Et il y a aussi ce pull rose que j'aime bien. Celui-ci, il existait aussi en blanc et en noir. Alors celui-là, c'est un peu moins un pull d'hiver, je dirais. C'est un peu plus un pull de demi-saison où, vous savez, je pense qu'il serait hyper joli pour mettre un soir d'été où il fait un peu frais par-dessus une robe légère. À mon avis, ça peut être trop joli. Et j'aime bien cette maille un peu large comme ça et il est hyper doux, hyper agréable au toucher. J'aime trop. Et celui que je porte sur moi, c'est aussi une taille XS. Et je pense que si vous êtes un peu entre deux tailles, prenez plutôt la taille en dessous. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mets toutes les références des modèles, des couleurs, des tailles dans la description. Et normalement, j'avais un code promo qui, j'espère, est toujours valable, que je vous mets aussi en description de la vidéo. Et puis, je vais les refaire chauffer, monter, parce que la grande tasse, c'est bien parce que comme ça contient beaucoup, mais par contre ça refroidit quand même vite. Et si vous vous posiez la question, on est à la prise numéro 7 déjà et ils ne veulent pas arrêter le ponçage de leurs murs, ça fait un boucan d'enfer. Sur le salon Architect at Work dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai aussi eu l'occasion de passer sur un stand qui crée des décors de films, de séries et même de boutiques. Je pensais pas en fait que c'était à ce point-là du faux décor et pas des vrais matériaux de construction comme on pourrait utiliser dans un appartement par exemple. Donc il y avait notamment des revêtements muraux en bambou, en briques, etc. Et en fait tout était faux, tout était fait exactement comme les corniches en polyuréthane avec de la mousse à l'arrière et puis le revêtement sculpté sur l'extérieur, qui après peut être évidemment peint dans une infinité de teintes et de revêtements. Il y avait notamment un mur rouge laqué qui était hyper joli. Et en fait, c'est exactement le même principe que l'appartement haussmannien qui est en fait un décor dans Emily in Paris, qui est en fait créé de toutes pièces. Et on se rend pas compte que parfois on va dans des magasins et on a l'impression que c'est rénové à la manière d'un appartement et en fait c'est aussi des faux décors et c'est pas du tout des matériaux réels, genre des vraies briques, des vraies pierres, etc. Donc en fait ce monde n'est que
illusion, rien n'est réel. Ça fait un peu flipper quand on y pense. Mais ça peut aussi avoir un côté un peu magique finalement parce que il y a de limites que notre imagination, encore une fois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une expo qu'on est allé voir il y a pas longtemps, que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Moi, j'ai vu beaucoup de contenu sur cette expo qui s'appelle l'Odyssée de Léa. C'est à Clichy et par contre, je crois que c'est bientôt terminé. Je crois que c'est que jusqu'au 10 janvier. C'est une expo gratuite. Il faut simplement s'inscrire, faire sa réservation sur internet. Par contre, les créneaux sont vite pris. Nous, je sais qu'on avait un petit peu galéré pour trouver des créneaux et finalement, il se trouve que les créneaux, c'est un peu juste pour évaluer le nombre de personnes qu'il va y avoir, mais finalement, je crois que si on se présente, même si on n'a pas réservé sur internet, je crois pas qu'il y ait trop de contrôle à ce niveau-là. Si vous n'avez pas eu de créneau, ça vaut le coup de tenter le truc parce qu'il y a moyen que vous puissiez rentrer voir l'expo, même si vous pouvez pas avoir de place en ligne. En tout cas, c'est une expo qui est vraiment féerique et jolie. Alors c'est tout petit, hein. Il y a 3 salles. On s'est même retrouvé un peu sur notre faim. On s'est dit ah bon, il n'y a pas plus, c'est pas plus grand. Donc il faut vraiment prendre le temps de savourer chaque partie de l'exposition, mais c'est hyper féerique. C'est un artiste qui travaille l'origami, enfin plutôt la technique du papier froissé. Et on se promène comme ça dans des décors qui évoquent les fonds marins. C'est dépaysant, je vous le recommande si vous avez envie d'aller y faire un petit tour. Je sens la nuit tomber petit à petit, donc je vais m'activer sur les dernières choses dont je voulais vous parler, notamment le fait que la fin d'année c'est aussi le bon moment pour les bilans vestimentaires par exemple, des articles qu'on a le plus portés dans l'année, mais aussi ce que j'adore, le bilan musical de l'année selon les plateformes qu'on utilise. Moi j'écoute ma musique sur YouTube Music, ils font des récaps par trimestre, mais évidemment le récap annuel il est toujours assez surprenant, je dois dire, en tout cas en partie parce que mon artiste le plus écouté c'est le même tous les ans, donc pas de surprise là-dessus, mais plus sur les albums les plus écoutés et puis les chansons. Alors mes chansons de l'année c'est toujours la grosse surprise, j'adore. D'ailleurs dites-moi les artistes, les chansons qui ont marqué votre année, qu'est-ce que vous avez le plus écouté? Moi cette année je vous avais dit qu'on s'était motivé à réserver pas mal de concerts et donc forcément ça se voit sur mon récap puisque les artistes que j'ai le plus écoutés c'est ceux qu'on est allé voir en concert. On est allé au mois de septembre voir le concert de Post Malone. La seule chanson de lui que je connaissais c'est Fortnite, mais Stephen aime beaucoup sa musique et il a quand même réussi à se hisser en 5e place de mon top des artistes. Alors je vous avoue que j'ai principalement écouté la setlist du concert, mais c'est un super bon moyen de découvrir des nouveaux artistes, en tout cas des artistes qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est rigolo parce que du coup c'est un mélange de ses plus grands tubes parmi tous ses albums et c'est un artiste qui a beaucoup évolué en termes de style musical puisque à la base il faisait plutôt du hip-hop et maintenant il fait plutôt de la country, même si il a toujours beaucoup mixé les styles et les influences musicales. Et c'est marrant parce que Stephen et moi, on n'a pas les mêmes goûts du tout. Et alors moi, à chaque fois que je tombais sur un morceau de son album qui a la couverture orange, vraiment c'est les morceaux que j'aime pas du tout. Je me disais, ah c'est vraiment nul. Et Stephen, c'est ses morceaux préférés. Et moi, j'aime beaucoup plus les morceaux de ses derniers albums qui sont plus country. Mais c'était une belle découverte, même si je dois dire que le concert, c'était à la Défense Arena et j'ai trouvé que c'était une salle beaucoup trop immense par rapport à son show. En fait, ça aurait été bien de le voir dans une petite salle où on pouvait être près de la scène et juste l'écouter chanter parce qu'il a une voix de dingue. Mais voilà, le spectacle, c'était pas non plus... Enfin, ça remplissait pas la Défense Arena, quoi. Et j'étais un peu fâchée parce que parmi les 3 titres qui étaient mon top 3 de la setlist, il y en a un qui l'a pas chanté. Donc je sais pas si le concert était un petit peu plus court ou les titres étaient un petit peu différents pour nous par rapport au show qu'il a fait dans les stades aux États-Unis.
Mais bref, si vous n'êtes pas familier avec sa musique, je vous mets quelques références en description si vous voulez aller jeter une oreille. Et puis ensuite, au mois d'octobre, on est allé voir One Republic. One Republic, c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Le concert, il était fou. Bercy, dans mon esprit, c'était une salle immense. Et évidemment, par rapport à la Défense Arena et par rapport au Stade de France, en fait, c'était minuscule. Là encore, les chansons que je préfère ne sont pas du tout les mêmes que celles que Stephen préfère. Et je dois dire qu'ils n'ont pas inclus dans leur setlist un des morceaux que j'adore d'eux, que j'écoutais, je pense, en boucle à une époque. Moi je me souvenais pas, mais Stéphane n'arrête pas de me dire mais tu te rappelles pas cette chanson, tu faisais que de l'écouter en boucle dans ta chambre. Donc évidemment ils sont hissés en numéro 2 de mon classement de mes artistes cette année. Et bizarrement, enfin pas si bizarrement maintenant que j'y pense, le troisième concert qu'on a fait c'était The Rasmus. Ça pareil, c'était parce que ça faisait plaisir à Stephen. Moi c'est jamais un groupe que j'ai trop écouté. D'ailleurs c'est un truc, ça m'a marqué de toute ma vie. En fait, je vous raconte ça. Parce que je crois que quelque part ça m'a traumatisée parce que c'est pas normal que des années après j'y pense encore. Mais en fait j'étais allée à l'anniversaire d'une copine, enfin une soirée chez une copine et il faut savoir que moi c'est pas un tic mais c'est, en fait je retiens facilement les paroles des chansons. J'aime bien les paroles dans les chansons et c'est quelque chose, voilà, je retiens facilement. Et donc forcément les chansons que j'écoute, je connais les paroles par cœur. Et donc j'étais chez cette copine et donc la soirée se passe, on était en train de danser, on était en train de chanter et tout, et vient cette chanson, In the Shadows. Et comme c'était pas une chanson que j'écoutais trop, même si elle était ultra connue à l'époque, et je connaissais vite fait les lyrics quoi. Et à la fin de la chanson, elle était super fan, donc elle a chanté, dansé et tout. À la fin de la chanson, elle vient me voir et elle me dit ah bah tu vois, pour une fois, il y a une chanson où je connais mieux les paroles que toi. Et je me suis dit, cette remarque est vraiment trop chelou. Et en fait, ça m'a fait bugger, mais surtout ça m'a marqué parce que des années et des années après, je m'en rappelle encore. Et à chaque fois que j'entends ce morceau, ça me fait penser à ça. Voilà, comment ruiner une chanson pour quelqu'un. En tout cas, le concert était assez cool, même si le chanteur, alors pour le coup, j'étais terrifiée vraiment, parce qu'il chante vraiment pas très bien. En fait, quasiment tout le début des chansons était faux, donc à chaque fois, je me disais « Oh là là !» C'est un peu flippant, sachant qu'il y a des chansons qui chantent depuis, je sais pas, genre 20 ans. Mais c'était à La Cigale, donc La Cigale, c'est vraiment une mini salle, donc on était vraiment très près de la scène. Et non, en vrai, c'était cool. J'étais étonnée parce qu'il y avait 0 jeune à ce concert, c'était que des gens... de ma génération quoi. Et j'ai bien aimé leur nouveau titre de leur nouvel album parce qu'ils ont sorti un album cette année. D'ailleurs, je ne savais pas, mais en fait, au total, ils ont sorti genre 11 albums. Comme quoi, il se passe plein de choses dont on n'est pas au courant, mais effectivement, eux, ils ne sont pas arrivés dans mon classement mon top 5 des artistes que j'ai le plus écouté cette année. Bon, déjà parce que j'ai écouté la setlist genre une semaine avant le concert, histoire de me familiariser quand même avec les titres, et surtout parce que, en fait, du coup, comme on a pas mal enchaîné, j'attendais qu'un concert soit fini avant d'écouter les morceaux du concert suivant qu'on allait faire. Tout ça pour vous dire que, ah oui, et donc One Republic, comme c'était début octobre, j'aurais dû, après ce concert-là, passer à The Rasmus, sauf que, évidemment, c'était l'événement musical de l'année début octobre, c'était la sortie du 12e album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Taylor Swift, c'est mon artiste favorite, c'est l'artiste que j'écoute depuis ses premiers albums en fait. Et évidemment, dès la sortie de The Life of a Showgirl, ça a été la quasi unique chose que j'ai écoutée. C'est d'ailleurs mon album le plus écouté de l'année, alors qu'il est que sorti au mois d'octobre et que franchement c'est loin d'être mon préféré de sa discographie. Mais en même temps, les albums de Taylor Swift qui sont un petit peu moins bien pour moi, sont quand même largement au-dessus d'un album d'un autre artiste. Et la sortie
de cet album, c'était fou puisque y a eu des séances au cinéma avec les vidéos, avec les paroles en mode un peu karaoké géant et puis mixé avec des passages d'interviews où elle donnait des explications sur ses nouveaux morceaux et vraiment c'était super cool. Alors l'événement lui-même, bon bah voilà, hein, c'est quelque chose que évidemment on peut retrouver après sur YouTube, etc. Mais ce qui était super cool surtout, c'est cet effet de communauté et le fait d'aller dans une salle, enfin nous on est allés au Grand Rex, et d'aller voilà au Grand Rex, d'être entouré de gens qui écoutent la même musique que toi, qui chantent les mêmes chansons que toi alors qu'elles sont sorties le matin et que toi tu les écoutes le soir. Et franchement c'était trop cool, c'était un petit peu une manière de revivre le Eras Tour, la tournée de Taylor Swift. Et évidemment, je suis obligée de mentionner la série documentaire sur le Eras Tour qui est sortie là au mois de décembre et qui a été vraiment fabuleuse. Déjà parce que les épisodes, ils donnent tous envie de chialer, et en plus parce que si vous avez comme moi suivi les live streams, tous ces petits moments un peu spéciaux de la fin de la tournée, le nouvel outfit sur Reputation, et puis le dernier show. Vraiment, on a eu l'impression de revivre ces moments-là et c'était juste trop bien en fait. On a été trop régalés en 2025 sur cette fin d'année. Et je pense que même pour des personnes qui ne connaissent pas ou n'écoutent pas Taylor Swift, le documentaire, il est vraiment cool et intéressant parce qu'il met l'accent pas que sur le concert en lui-même, mais aussi la vie des danseurs, des choristes, etc. Et c'était un beau partage, une belle célébration de tout ce qu'a été le Eras Tour. Bref, je vais m'arrêter là parce que si je me mets à vous parler de tout ça, je pense que je peux vous faire une vidéo de 5 heures sur Taylor Swift et le Eras Tour. Mais je serais ravie de savoir quand même s'il y a des Swifties qui regardent cette vidéo. Laissez-moi un petit emoji cœur. En tout cas, je vous souhaite de très beaux derniers instants de 2025 et peut-être une belle année 2026 parce que je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de folie. Et franchement, je crois que vous n'êtes pas prêts. Bisous!